Eh bien nous, on se sent mieux tout de suite parce que Jean Messia est avec nous. Bonjour Jean, c'est gentil, vous êtes bonjour. économiste, haut fonctionnaire, fondateur de l'Institut Vivre Français, membre de Reconquête et vous allez nous parler de dérégulation. Oui, parce que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment mérite quand même qu'on s'y intéresse. Alors on n'a pas la caisse de résonance américaine ici en France, mais on est quand même au courant d'un certain nombre de coupes à la hache que pratique actuellement le département de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk sous le patronage de Donald Trump. Il vient notamment de supprimer l'équivalent américain de l'AFD, c'est-à-dire l'agence de développement américaine, qui est l'USAID, qui est une agence qui pèse quand même, dont le budget est quand même de 10 milliards, et qui laisse sur le carreau du jour au lendemain des milliers de fonctionnaires. Il a en ligne de mire un certain nombre d'autres agences de réglementation, effectivement, qu'il entend sabrer de la même façon. Alors, vu de France, on a l'impression que cette politique, je dirais, de coupe budgétaire sombre et de suppression de pans entiers de l'action administrative semble un peu bizarre dans un pays qui est connu justement pour être un pays de marché libre, de concurrence libre, non faussée, dérégulé, désintermédié et déréglementé. On imaginerait plutôt que cette politique s'appliquerait à la France, pays justement surréglementé, surintermédié et surrégulé. Or, tel n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aux États-Unis, quand on regarde, le pays est précisément tellement libre, le marché y est tellement libre, tellement peu réglementé, notamment le marché financier, et Dieu sait les conséquences que ça a pu avoir il y a un certain nombre d'années avec la crise financière, que finalement, pour un certain nombre de personnalités de droite américaines, les quelques poches qui peuvent rester réglementées ou administrées ou intermédiées apparaissent insupportables. Et donc, ça paraît comme une verrue, si vous voulez, dans le grand paysage de marché libre américain. En France, au contraire, on a l'inverse. Et en Europe, d'ailleurs, de manière générale, on a l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes une zone où, précisément, la bureaucratie a grignoté des pans entiers de l'activité économique, au point de s'immiscer parfois là où elle n'a rien à y faire. Et du coup, l'idéologie de nos élites est exactement inverse. C'est-à-dire partout où il y a une poche de liberté, une poche qui n'est pas réglementée, une poche qui n'est pas régulée, elle apparaît comme une verrue dans le grand paysage de carcéral, en quelque sorte, qu'est devenue l'Union européenne. Mais cela dit, on a l'impression que Elon Musk et Donald Trump agissent de manière un peu erratique, sans... comment dirais-je, un peu au hasard, un peu en fonction de leur lubie, de leur idée de l'instant, que nenni. En réalité, cette théorie, si vous voulez, de forte contestation de l'activité étatique est assez ancienne aux États-Unis. Elle est née dans le courant de la théorie économique, bizarrement, puisqu'en fait, ce n'est rien d'autre qu'une partie de la théorie économique qui s'intéresse à l'activité de l'État, non pas de l'État dans l'économie, mais à l'État en tant qu'État, en démontrant ce qu'on appelle par exemple la théorie des choix publics, qui est née, on va dire, dans les années 50 et qui a eu, comment dirais-je, c'est sa grandeur de gloire dans les années 80. On s'intéresse à l'État en tant qu'acteur et on cherche à démontrer que l'État n'est pas l'acteur neutre et impartial que l'on s'efforce de faire croire qu'il est. Bien au contraire, cette théorie démontre que l'État est en réalité dirigé par des hommes qui eux-mêmes sont des homo economicus, c'est-à-dire des individus rationnels qui sont à la recherche non pas de l'intérêt général comme ils le prétendent, mais de leur intérêt personnel, et qu'en conséquence, l'activité de l'État va être une activité où les lobbies vont avoir leur droit d'entrée partout, et où effectivement les décisions sont prises non pas en tant vis-à-vis de l'intérêt de l'électeur, mais vis-à-vis de la maximisation du profit qu'en retirent ceux qui les prennent pour eux-mêmes, si vous voulez. Donc, c'est odieux. Vous êtes en train de nous expliquer que ceux qui nous dirigent roulent d'abord pour leurs pommes. C'est ce que dit la théorie économique, effectivement, du public choice. Et je pense que Donald Trump et Elon Musk sont les lointains disciples de cette théorie. Rappelez-vous, c'est pas la première fois, alors bien que l'intensité en diffère, la nature n'en diffère pas, ce n'est pas la première fois que cette théorie est appliquée aux États-Unis. Rappelez-vous des deux mandats de Ronald Reagan dans les années 80, on avait appelé ça la Reaganomics.
Dans les années 80, à son investiture, Ronald Reagan avait appliqué un mix extrêmement étonnant d'une politique monétaire et budgétaire extrêmement volontariste, notamment la politique budgétaire qui était une politique de relance par l'armement, dans ce qu'on a appelé à l'époque l'initiative de défense stratégique, la guerre des étoiles, qui était supposée pousser l'Union soviétique dans une course aux armements qui l'essoufflerait économiquement. Donc là, Ronald Reagan a bien cru dans les vertus et l'efficience de la dépense publique, au moins dans le domaine militaire. Et parallèlement, il a dérégulé de manière considérable une économie américaine qui était un peu thrombosée par un certain nombre de monopoles, notamment à l'époque le monopole téléphonique d'AT&T, vous savez, cette grande boîte, l'équivalent de France Télécom dans les années 80, qu'il a démantelé. Également le ciel américain, c'est-à-dire les vols intérieurs, qui étaient là aussi sous monopole, il les a ouverts à la concurrence, et selon à l'époque la théorie des marchés contestables, qui fait partie de la théorie du public choice, c'est-à-dire quand on libère le marché, peu importe qu'il n'y ait qu'un seul acteur sur le marché, le simple fait que cet acteur craigne l'arrivée de concurrents, eh bien, lui fait baisser immédiatement les prix. Et donc, Ronald Reagan a obtenu, si vous voulez, une dérégulation, une déréglementation et une désintermédiation qui ont été profitables à l'économie américaine. Mais je vais vous surprendre, en France, à la même époque, après de ce qu'on appelle le virage de la rigueur en 83, Jacques Delors et les socialistes ont entrepris, en tout cas sur le marché financier, pas sur le reste des marchés, mais sur le marché financier, c'est la gauche qui a globalisé le marché financier français, c'est-à-dire qu'il a inséré dans la concurrence globale. Rappelez-vous dans ce qu'on appelait les lois des 3D en 84, les lois bancaires de 84, à l'époque donc sous le magistère de Jacques Delors, c'était la déréglementation, la désintermédiation et la dérégulation. Et ça visait, et le décloisonnement. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers à l'époque étaient cloisonnés par spécialité. Vous aviez le marché de la monnaie, le marché de l'or, le marché des actions. Tout ça a été décloisonné. Ça a été dérégulé également, c'est-à-dire qu'on a supprimé, à l'époque, vous savez, on avait un peu comme des charges du Moyen-Âge, où vous aviez des agents de change qui avaient l'unique autorisation d'intervenir sur ces marchés pour le compte d'eux. Évidemment, tout ça a été déréglementé, ça a été complété dans les années 90 par le 4e D, la dématérialisation, qui permet aujourd'hui à chacun d'entre nous d'être un acteur du marché financier. Bon, ils l'ont fait sur le marché financier parce qu'en quelque sorte, ils n'avaient pas le choix. Et du coup, c'est comme s'ils s'étaient vengés sur les autres domaines. C'est-à-dire qu'on a déréglementé et désintermédié et dérégulé dans le domaine financier, mais le reste des réglementations a gonflé de manière considérable. Tant et si bien aujourd'hui que l'État n'est pas assez présent dans les domaines où il devrait l'être énormément, notamment les domaines régaliens. On parle beaucoup des moyens et de la politique judiciaire, des moyens et de la politique policière. Mais par contre, dans des domaines où il n'y a rien à y faire, comme la taille de votre tablette de beurre ou le nombre de plumes dans un coussin à plumes, là pour le coup, vous avez des fascicules entiers de réglementation écologique, etc., qui vous expliquent comment faire. Donc il est temps, si vous voulez, peut-être pas, parce que chaque pays doit conserver quand même sa tradition in fine, mais il est temps en France et en Europe d'avoir un choc de dérégulation et de désintermédiation et de décloisonnement, pas équivalent à celui des États-Unis, mais si c'était seulement que 20%, ça serait déjà une grande avancée. Donald Trump a fait sauter l'interdiction de corrompre les fonctionnaires des pays étrangers. Si vous voulez, pour avoir eu une expérience dans la vente de grands contrats à l'international, c'est une question que je m'étais déjà posée. Alors évidemment, sur le plan moral, on ne peut pas être d'accord. Moralement, si vous voulez, on ne peut pas accepter l'idée que la corruption puisse être légalisée, en quelque sorte, qu'elle soit d'ailleurs à l'intérieur ou à l'étranger. Mais le problème, si vous voulez, c'est que dès qu'il s'agit de l'étranger, on a une théorie qui s'appelle la théorie du passager clandestin. C'est-à-dire que si vous êtes le seul pays à vous appliquer un certain nombre de contraintes que n'appliquent pas vos concurrents, vous êtes condamné à voir vous passer sous le nez tous les marchés existants. Pourquoi, à votre avis, la France a perdu tant de marchés en Afrique au point presque d'en être maintenant chassé sur le plan commercial? Parce que sont arrivés 2 pays qui, eux, ne pratiquent pas du tout les grandes règles éthiques pratiquées par les pays occidentaux. Vous croyez que les Chinois, ils graissent pas la patte d'un certain nombre de responsables africains pour obtenir des contrats? Est-ce que vous pensez que les Russes, pour pouvoir vendre leur matériel militaire, ne graissent pas la patte d'un certain nombre de fonctionnaires en Afrique et ailleurs? Bien sûr que si. Alors de 2 choses l'une, l'idéal évidemment, c'est d'avoir une instance qui interdise cette pratique au plan mondial
et qui ait les moyens, comment dirais-je, de sanctionner les pays qui contreviennent aux règles générales. Mais c'est comme pour le droit international. Si vous n'avez pas cette règle-là, la réelle politique, pour l'intérêt supérieur de votre pays, et c'est exactement ce que poursuit Donald Trump, pour l'intérêt supérieur des États-Unis, effectivement, il n'y a pas de raison, comment dirais-je, de corseter ses propres entreprises et ses propres responsables commerciaux avec des règles que personne d'autre au monde n'applique. Comprenez? Alors, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec cela, mais quand il s'agit, quand des milliers ou des centaines de milliers d'emplois sont en jeu, parce que les entreprises dépendent beaucoup des exportations et dépendent beaucoup des contrats signés, eh bien, à un moment, il faut aussi faire comprendre, et c'est la seule manière de le faire comprendre à nos concurrents, que si eux se permettent d'agir ainsi, eh bien, ils trouveront en face des gens prêts à agir autrement. Et peut-être que le pouvoir de nuisance, le cas échéant, pourrait ramener tout le monde à la raison. L'idée que l'État a quand même besoin d'intervenir quand un acteur est en situation de monopole qui empêche l'innovation d'arriver. C'est-à-dire, on veut artificiellement et d'une manière forcée recréer un environnement concurrentiel. Est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce que c'est une bonne idée? Vous savez, là encore, c'est pas nouveau. Hein. C'est ce que l'économie appelle les premières lois antitrust aux États-Unis. Elles datent du tournant de la fin du 19e siècle. Étaient concernés à l'époque le secteur de l'électricité et le secteur du tabac. Parce qu'en fait, le problème, si vous voulez, c'est que la concurrence en économie, c'est un processus qui, s'il n'est pas réglementé, peut souvent aboutir au monopole, par élimination successive des concurrents. C'est ce qu'on appelle le monopole naturel, c'est-à-dire le monopole, paradoxalement, qui est issu d'un processus de concurrence. C'est-à-dire que, en gros, l'économie, la concurrence, aboutit à la sélection du meilleur. Et une fois que le meilleur est reconnu pour être le meilleur, il élimine de facto tous les autres concurrents et se trouve de fait dans une situation de monopole. Ce que vient ensuite casser la loi en tentant effectivement de démembrer ce qui est devenu un mastodonte pour recréer un processus concurrentiel. C'est pas la même chose que le monopole créé ex nihilo par l'État. Vous savez, par exemple, lorsque en France on a donné à la CETA le monopole du tabac, c'est pas la CETA parce que elle a éliminé tous ses concurrents qui est arrivé en tant que monopole. C'est comment dirais-je, un cadeau, en quelque sorte, ou une mesure publique qui crée le monopole. Alors, évidemment que dans le premier cas, on ne peut que se féliciter de la naissance de champions nationaux. C'est ça. Les champions nationaux sont souvent, au mieux en oligopole, au pire en monopole. Regardez, par exemple, le marché d'Internet en France et de la Wi-Fi, vous n'avez pas 36 acteurs. Et ce sont des acteurs qui ont émergé et qui ont éliminé les autres. Moi, vous savez, dans les années 90, j'étais abonné à un opérateur téléphonique qui s'appelait Infony. Sur Internet. Oui, je me souviens. Vous vous rappelez? AOL aussi était présente, beaucoup. Tout ça a totalement disparu. À l'époque, les moteurs de recherche s'appelaient Yahoo, Alta Vista, etc. Alta Vista, c'est devenu quoi? Donc, toutes ces entreprises, si vous voulez, de par leur performance, de par leur investissement dans la recherche et développement, et d'ailleurs, la théorie économique en a pris acte, puisque dans les années 90, on est passé de la théorie de la concurrence pure et parfaite à la théorie de la compétition. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie de la compétition? La théorie de la compétition, c'est que, en fait, lorsque deux ou plusieurs entreprises sont à la recherche d'une innovation majeure, et à l'époque, l'exemple qui a été trouvé, c'était les laboratoires pharmaceutiques qui étaient dans la course pour trouver le vaccin contre le sida. Eh bien, la théorie économique explique que, quel que soit le pognon que les boîtes mettent en recherche et développement pour obtenir finalement la trouvaille du vaccin, le seul qui emportera tous les marchés, c'est le laboratoire qui aura trouvé. C'est-à-dire que pour la première fois, la théorie économique reconnaît que chaque entreprise n'est pas rémunérée à son efficacité marginale, mais elle est rémunérée à ses résultats, éliminant de facto toutes les autres entreprises qui pourtant avaient déployé des efforts considérables, elles aussi, pour aboutir au vaccin. Et alors que la concurrence, vous êtes rémunéré en fonction de ce que vous produisez, des marchés que vous conquérez, etc. Là, c'est plus pareil. Et donc, c'est le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes passés du monde de la concurrence au monde de la compétition économique. La compétition économique, c'est que si vous n'investissez pas, si vous n'innovez pas, ou en tout cas pas suffisamment, tout ce que vous aurez tenté d'innover et de faire sera effacé par les winners, par ceux qui auront trouvé, par ceux qui auront les plus grandes avancées dans l'intelligence artificielle, etc. Et on peut d'ailleurs, à ce sujet,
dire que, ce que vous m'avez on a beaucoup parlé de la politique de décloisonnement, de déréglementation de Trump, on oublie aussi les dizaines et les centaines de milliards que la nouvelle administration américaine promet d'investissement dans l'intelligence artificielle. Pour deux raisons. D'abord parce que justement, dans le cadre de la compétition, les pays qui parviendront à la maîtrise la plus absolue de cette intelligence seront de facto les leaders mondiaux qui élimineront tous les autres acteurs. Et la deuxième chose, c'est que vous avez la Chine, donc les États-Unis sont en compétition avec tous les acteurs mondiaux, et notamment avec la Chine, qu'on attend pour être l'un des plus grands acteurs. Donc en fait, à l'initiative de défense stratégique que Ronald Reagan avait lancée pour essouffler économiquement l'URSS à l'époque, eh bien l'administration Trump semble vouloir avoir un très vaste plan de relance ambitieuse dans les nouvelles technologies pour gagner la course technologique contre la Chine, qui est un acteur majeur et sérieux. Enfin, le nombre de projets français, franco-allemands, européens qui ont été lancés est innombrable. Et effectivement, ils n'aboutissent pas à cause d'un problème de régulation et de barrières à l'entrée. Est-ce que, malgré tout, quand Bruno Le Maire nous promet en déchirant des modèles CERFA ce choc de simplification, après tous ceux qui l'ont précédé, est-ce que Ursula a donné des gages qu'elle allait véritablement entamer cette révolution ? Non, mais Bruno Le Maire, si vous voulez, c'est pareil. Ça a été quelqu'un qui a juré ses grands dieux que la France était désormais très compétitive, que c'était la première destination des investissements. Preuve, selon lui, que effectivement la France n'était pas si suradministrée ni si surréglementée que cela. On a bien vu tous les jours que tout ça a fardé la triste réalité. C'est un déclassement régulier de la France dans tous les classements mondiaux, à commencer par ceux de l'éducation, parce que ça c'est vraiment le b.a.-ba du progrès et de l'innovation future, c'est vos rangs de classement dans les classements mondiaux éducatifs. Or, la France dégringole. Donc, si vous voulez, Monsieur le Maire n'a été qu'un effet. L'effet maire. Très joli. Bravo. Mais je pense que si vous voulez, le droit, comme l'économie d'ailleurs, ne sont jamais que des outils. Ce que le peuple a fait, en réalité, c'est le grand fondement de démocratie, c'est que ce que le peuple a fait, le peuple peut le défaire. Or, les lois, les règlements dans un pays démocratique sont pris au nom du peuple, à travers ses représentants. Et donc, je crois que ce qu'il est urgent de changer, c'est non pas le droit, parce qu'on ne peut pas attendre de ceux qui ont émis ces règles qu'ils soient les mieux placés pour les changer dans, dans une perspective de plus féconde et plus fertile sur le plan des innovations et des avancées technologiques. En revanche, en changeant les élites actuelles, on change leur idéologie et on se donne à ce moment-là la capacité de changer le droit qui va avec et de libérer l'Europe et la France du léviathan mortifère qui essaye de les étouffer depuis tant d'années. Merci beaucoup Jean Messia.